Ici Radio Mururoa, la voix des îles. Et oui, il est vrai que la Polynésie a bien voulu être le siège de cette grande organisation destinée à donner à la puissance française le caractère de la dissuasion qui doit à tous, dans un monde dangereux, nous assurer la paix. C'est vrai. Il y a d'ailleurs, si j'ose dire, une compensation. Le développement qui accompagne cette organisation du centre est éclatant. Ce qui doit suivre ne le sera pas moins. Voilà, je suis le frère Maxime Chan, donc un frère de Ploemel, religieux. Ma profession, c'est donc d'être professeur. J'étais professeur de mathématiques. Donc pour la période qui nous intéresse, c'est-à-dire le sujet, l'histoire des essais nucléaires vécus par moi ici en Polynésie française, c'est un peu spécial parce que le début de l'histoire, j'étais en France, j'étais en formation, donc je n'étais pas présent pendant cette période-là jusqu'en 68. La belle année de 68 où on a fait la révolution, on s'est exercé à Angers. Et donc revenu en 1968, pour moi j'avais des convictions. J'avais 28 ans à cette époque-là. J'avais un certain nombre d'idées, tout comme aujourd'hui d'ailleurs, j'ai des idées personnelles. J'estimais que la France devrait se débrouiller toute seule face à des menaces. Et donc, en gros, pour ne pas trop m'attarder, j'étais d'accord avec le général de Gaulle pour se doter d'une arme dissuasive, pour se défendre, parce que les Américains, on les aime bien, les Américains, ils sont venus à la rescousse, disons, des Européens les deux fois, en 17 et en 41, à reculons et forcés. Donc c'est pas bien compliqué de deviner que ce sera toujours ainsi. Voilà donc comment, au début, je ne pensais pas qu'il y avait de problème vraiment pour les essais nucléaires et nous étions très réceptif aux messages officiels que l'on entend à droite et à gauche, d'autant plus que, et c'est ça peut-être la chose importante à avoir en tête pour la population, c'est qu'avec l'arrivée du CEP, c'était un changement extraordinaire pour Tahiti, donc c'était l'irruption du monde moderne avec tous ses moyens, tout cela. Donc la population dans sa grande majorité ne se posait pas de questions. Sinon peut-être quelques personnes, on les connaît suffisamment. D'ailleurs, grand honneur à eux parce qu'ils ont pu quand même dire ce qu'ils ont à dire et peut-être de relever des anomalies, mais la grosse majorité de la population se plaisait dans cette situation où nous avons été très bien occupés, donc on ne se posait pas de questions. Pas trop. On voyait bien qu'il y avait des opposants au nucléaire, on se posait un certain nombre de questions, mais il y avait des réponses qui provenaient du discours officiel et pourquoi pas, c'est peut-être vrai, mais on ne fouillait pas du tout sur ce discours-là. On n'avait pas les moyens et on n'avait pas l'occasion et il n'y avait pas de problème à cette période-là. On ne les a pas vus pour ceux qui n'observaient pas trop, disons, les choses. On n'a jamais parlé de cela. Jamais. Moi, personnellement, je n'ai jamais parlé de cela, disons, en classe. J'ai fait toutes les couches, de la 6e jusqu'en terminale, toutes les sections.
mais jamais on a discuté de cela en classe. Mais je sais que quelques autres professeurs se sont déplacés à Mururoa, invités par l'armée, et peut-être ils en ont discuté aussi en classe avec certains élèves, mais pas moi personnellement. Les gens se sont tus parce qu'il y a beaucoup d'avantages. Et on a profité de cela, on nous a gavés. Et donc, tout pragmatiques qu'ils sont les Polynésiens, parce qu'ils sont intelligents dans ce sens-là, ils n'ont pas essayé, disons, de tarir la source, tout en sachant que, il y a peut-être un problème. Pour moi personnellement, donc cette vie-là a continué presque pendant 30 ans. Je dois l'avouer, j'ai des amis qui se sont engagés, des amis, des connaissances dans les protestations, certaines manifestations. Je me rappelle encore, quand je passais par l'avenue Pouanaopa aujourd'hui, c'était l'avenue Brua. J'ai encore en tête cette image de Henri Hiro qui défilait tout seul, plusieurs fois. Je m'en allais à Paéan. Bon, je me posais des questions, mais pas trop, on ne poussait pas du tout. Ce qui a provoqué chez moi un déclic, un premier déclic, c'était l'agression, c'est un peu bizarre, hein? C'était l'agression contre l'environnement que nous avons vu avec une bande de copains là, dans la vallée de la Papineau, où l'aménagement de l'hydroélectricité avait donc des conséquences que nous jugions catastrophiques. Donc c'était une prise de conscience sur le problème de l'environnement. Et pendant cette période-là, donc dans les années 85, 86, 87, le problème des essais nucléaires, bon, c'était encore tabou. J'ai encore en tête la réflexion de la présidente, la première présidente de la Fédération des associations de protection de l'environnement, c'était en 87, qui disait au début d'une réunion, voici notre ordre du jour, nous allons discuter telle chose, mais en ce qui concerne le nucléaire, c'est tabou. Et c'était pas choquant dans la société, c'est-à-dire dans la moyenne de la société. Moi, ça m'a, disons, fait réfléchir, mais c'était pas choquant. On aurait pu se dire, mais qu'est-ce que ça veut dire cela? Bon, on a continué notre réunion. Pour moi, personnellement, c'était 1995, à la reprise des essais nucléaires, décidé par le président Chirac, que là, j'étais obligé de prendre le problème vraiment tel qu'il est, donc à réfléchir et à me renseigner et à manifester. Nous avons manifesté très très fortement contre la reprise. J'avoue volontiers que je n'étais pas quelqu'un qui s'était opposé aux essais nucléaires dès le départ, parce que ce n'était pas un problème qui me préoccupait personnellement, d'autant plus, comme je le disais, des convictions dès le départ, convictions ne me poussaient pas, disons, à vérifier une chose un outil qui se mettait en place pour la défense, disons, de la nation française dans la vie, quoi, face aux autres peuples. Mais l'éveil est venu d'une façon très très lente, c'est une maturation. Je pense que d'ailleurs c'est le problème des Polynésiens, hein. Bien que je ne sois pas un Polynésien de sang, mais la culture ici, nous devenons mûrs, surtout les hommes. Les femmes vont beaucoup plus vite, mais les hommes, ça va très très doucement. Ça tourne autour de 35, 38 ans, où on devient vraiment adulte avec des positions bien tranchées. Voilà donc, mais par contre maintenant, j'estime que
il faudrait que le peuple d'ici se réveille et que ce qui s'était passé, disons, en ce qui concerne les essais nucléaires, ne puisse pas se répéter pour d'autres choses qui vont arriver à l'avenir, au présent et à l'avenir. En particulier en ce qui concerne, disons, l'exploitation, c'est une marotte peut-être chez moi, l'exploitation de toute la superficie maritime qui se trouve en Polynésie française. Il ne faudra pas qu'on se fasse déposséder de cet atout, de cette richesse, comme on s'était fait déposséder durant toute la période des essais nucléaires, parce qu'on nous a tellement donné de cadeaux qu'on s'est têtu, on a fermé nos yeux, nos oreilles, voilà. Quelles que soient les couches de la société, toutes les couches de la société ont été muselées d'une manière ou d'une autre. En ce qui concerne l'Église catholique, par exemple, mon avis, elle se trouve dans cette situation-là. Il est évident que l'Église catholique n'a pas fermé les yeux, mais l'Église catholique n'a pas réagi peut-être aussi fortement face à cette agression, parce qu'il y a une agression. Je peux témoigner que l'Église a toujours été contre les essais nucléaires. Je sais, parce que j'ai eu le privilège d'approcher un peu l'évêque Monseigneur Michel Copendrath, mais c'est un intellectuel. Quand il dit une chose, il nuance tellement qu'on comprend à la fin qu'il est pour la position opposée. Je vois encore quand on était venu le trouver en 1995, comment les femmes ont réagi, en particulier Roti Maké. Mais Monseigneur, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes pour la bombe! Et Monseigneur Michel, la regardant avec ses grands yeux, il était vraiment surpris. Et je lui dis, Monseigneur, vous avez tellement nuancé que Roti a cru que vous étiez pour la bombe. Mais non, je suis contre la bombe à destruction massive. C'est clair et net. Mais il disait, étant donné que les chrétiens, ils sont dans les deux camps, les officiers, ce sont des catholiques, très très engagés pour un certain nombre, donc il doit ménager les uns et les autres. C'est pour ça qu'il y avait une position peut-être moins militante. Et on peut le regretter aujourd'hui, mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. Je pense qu'elle a commencé à réagir un peu plus tardivement que l'Église maori de Polynésie française, qui s'était opposée dès le départ avec quelques pasteurs qui ont réveillé un certain nombre de consciences. Quand c'était arrêté en 92, tout le monde s'était dit, bon, c'est terminé, quoi. Cette affaire est terminée, le problème, il est fini, quoi, le problème. Donc on pensait que jamais ça va reprendre les essais nucléaires, jamais ils vont commettre cette bêtise-là. Or, en 1995, malgré que Chirac, on a voté pour Chirac ici, je pense. Je ne me rappelle plus, on vote toujours à contresens. Je crois qu'on a voté pour, en général. En tout cas, on ne s'attendait pas à ce qu'ils prennent, disons, cette décision-là. Là, ça a énervé la population. Vraiment énervé la population. Et il y aurait eu, à mon avis, donc le 29 juin 1995, une manifestation monstre à Papeete s'il n'y avait pas eu une stratégie malheureuse, parce que nous avions organisé le rassemblement à Tarahoe et il y avait des manifestants qui arrivaient de la côte Est et des manifestants qui arrivaient de la côte Ouest. On se rejoignait à Tarahoe. Et voilà que ceux qui étaient à la côte Ouest
ils étaient à peu près 30 000. Au moins 15, sinon 20 000, disons, de la côte Est. Hirote Farere a conseillé, ça on peut le dire, on le sait, à Oscar de s'arrêter au pont de Tiperui et de bloquer pour faire pression. Je pense que si on s'était rassemblé à 35 000, parce qu'il y avait plein de gens qui étaient sur la route, qui attendaient le cortège pour se mettre dans le cortège. Je pense au moins 30 000, entre 30 000 à 40 000, on se serait rassemblés à la place Tarahui. Je pense que ça aurait eu un retentissement meilleur plutôt que d'avoir bloqué, disons, faire un barrage au niveau de, ça c'est mon opinion, hein, au niveau de Tiperui. Bon, on a bloqué la route pendant 15 jours, 3 semaines, je pense. Bon, il a fallu négocier ça après. Bon. C'était un réveil, disons, de la population. Mais ça n'a pas continué après parce qu'on a voulu politiser le mouvement. Toute la population était prête à manifester et d'envoyer un message fort à Jacques Chirac pour lui dire de ne pas aller jusqu'au bout de sa décision. Aujourd'hui, donc, avec ce qu'on nous a laissé à Moruroa et à Fangataufa, alors là, sur le plan simplement de l'environnement, il y a beaucoup de choses à dire. Et puis, il y a la gestion de ces déchets, la gestion de ces conséquences de tous ces essais-là. Et donc, les engagements, que ce soit de l'État, les engagements, il faut qu'ils respectent leurs engagements, qu'ils aillent jusqu'au bout. Donc, pour moi, c'est ce combat-là, c'est un combat global. Parce que c'est toute la société aussi qui est, comment dire ça, polluée. On voit bien la pollution, disons, intellectuelle, la pollution dans les convictions. Hein. Les familles ont été, comment dire ça, pas désarçonnées, mais éclatées avec l'irruption de l'argent facile pendant des années. Et ensuite, la mauvaise distribution des richesses, ça, c'est évident. Il y a une toute petite partie de la population qui a bien amassé et le reste, bon. Et ensuite, le niveau de vie. Moi, c'est cet engagement-là aussi. Le niveau de vie, il est artificiel, il n'est pas... On vit au-dessus de nos moyens. Pour que les gens acceptent cette idée-là et puis se mettre à être plus réalistes, à ne pas rêver des choses impossibles, c'est un combat extraordinaire et qui n'est pas gagné d'avance. Le sujet, par exemple, de la corruption, disons, des politiques, c'est un sujet bateau. Hein. Tout le monde leur tombe dessus, ainsi de suite. Mais c'est l'image de la population. Et on n'aime pas entendre ce genre de réflexion. C'est l'image de la population. Ils font comme chacun d'entre nous, on est prêt à le faire si on a l'occasion de le faire, c'est-à-dire ramasser le maximum, hein, et pour pouvoir vivre, parce qu'on a l'impression que pour vivre bien, il faut avoir beaucoup de fric aujourd'hui. Bon, ce sont des erreurs humaines. C'est ça la pollution. Bon, la corruption, quand on dit on va mettre les jeunes à la place, la nouvelle génération, moi personnellement, quand je les regarde, la nouvelle génération qui est en train de parler, ils sont encore pires, ils ne savent rien et ils sont prêts à faire exactement la même chose, peut-être en camouflant un petit peu plus. Bon, j'exagère un peu, hein, mais ce n'est pas comme ça que l'on va changer, disons, la société. Il faut que la société sache exactement qui elle est, qu'est-ce qu'elle a exactement entre les mains, qui nous a amenés là et comment on peut réagir et non pas s'engouffrer dans le développement durable. Voilà un mot qui ne veut rien dire, développement durable.
Ça veut dire beaucoup de choses, mais la plupart du temps, quand on écoute certains, ça ne veut rien dire. C'est-à-dire on amasse un peu mieux avec certaines formes. Ce qu'il faudrait ici, c'est que d'abord de convaincre l'État de reconnaître, disons, ce qu'il a fait ici et quels sont les effets négatifs. Par exemple, la corruption. Le grand responsable, c'est l'État. Ça les a bien arrangés pendant 30 ans que ça se passe de cette manière-là, parce que pendant ce temps-là, ils ne protestent pas. Bon, c'est simpliste comme réflexion, mais c'est fondamental que l'État voit les conséquences. Et il faut arrêter de dire aussi on a apporté tout ici, ce sont des cadeaux, ce ne sont pas des cadeaux. Ce ne sont pas des cadeaux, donc il faut continuer à aider ce peuple polynésien. Et le peuple polynésien, il faut qu'il fasse la prise de conscience qu'il ne peut pas avoir les moyens de continuer à vivre comme hier, ni comme aujourd'hui. Et donc, il faut prendre des mesures qui sont les plus impopulaires. Faire baisser le niveau de vie, baisser les taxes, baisser les salaires. Et pourquoi les taxes? Les taxes, c'est pour l'administration. Enfin, on a besoin de cette administration pléthorique-là? Non. Et que tout le monde se mette à travailler, à produire. Bon, c'est ça, je rêve, mais en partenariat avec l'État. Et je pense que si l'État reconnaît cela, il n'y aura même pas de problème, disons, d'indépendance, parce qu'avec l'autonomie, il suffit d'élargir un peu un certain nombre de compétences. Tout le monde serait content de travailler. Mais seulement, loin est le jour où on va prendre conscience qu'il faut travailler comme ça, suer, pour pouvoir manger du pain qu'il a gagné. Et donc produire. Il y a de quoi produire ici à Tahiti. Mais les touristes, un grand problème. Les touristes ne viennent pas ici parce que c'est trop cher. Point final. Tout le reste sont des petites raisons. Et on les met en avant. Non. Si au lieu de 3 300 € pour venir de Paris, et c'est 1 100 € comme pour aller à Maldives, il y aura des centaines de milliers qui vont arriver là. Si en plus le niveau de vie ici, ça ne coûte pas 2 fois ou 3 fois plus cher pour certains articles, qu'est-ce que tu veux de plus? Ils seront contents de voir. C'est un beau pays. Même si la culture polynésienne, ce n'est pas tout à fait la culture occidentale où on ramasse un certain nombre de choses. Il y a peut-être un peu de déchets qui a traîné à droite et à gauche, mais c'est rien ça. Dans l'ensemble, c'est propre. Alors on se focalise sur des tas de déchets qui se trouvent à droite et à gauche. C'est une focalisation. Dans l'ensemble, c'est propre. Pour les générations à venir, il y a peut-être un travail de mémoire et d'appropriation de son histoire. Et c'est absolument nécessaire. Et deuxièmement, tirer les conclusions de cet événement-là où on a été, disons, pas inconscient, mais on n'a pas véritablement pris conscience, disons, de la portée de ce qui s'est passé. Et troisièmement, il faut arriver à dominer, disons, sa propre histoire au maximum à l'avenir. C'est-à-dire, comme je le disais tout à l'heure, l'exploitation, par exemple, des ressources maritimes, c'est peut-être un projet qui va nous permettre de nous sortir de ces difficultés-là. Voilà. Te whenua
Ahi o wanara, te nuna